يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Chers téléspectateurs et amis des rendez-vous économiques sur Al24 News, bonsoir, bienvenue au Pro de l'écho où nous allons ce soir parler croissance et développement économique en Afrique à l'occasion de la conférence du comité technique spécialisé des finances, des affaires monétaires, de la planification économique et de l'intégration de la Commission de l'Union africaine avec la participation de l'Algérie et qui s'est tenue à la capitale du Kenya, Nairobi, du 17 au 21 juillet dernier, sous le thème « L'Afrique au-delà de la crise », tracer un programme pour l'investissement, la croissance durable et la prospérité partagée. Alors en effet, la croissance et le modèle de développement économique en Afrique sont questionnés, de nombreux défis sont à relever et de nouveaux mécanismes d'intégration économique comme celui de la ZLECAf doivent peu à peu prendre le relais d'une économie trop disparate et aléatoire au profit de plus d'harmonie et de pragmatisme. Pour rappel, l'agenda 2063 de l'Afrique, en particulier l'aspiration vise une Afrique prospère basée sur la croissance inclusive et le développement durable. Comment réaliser une croissance économique durable et un développement inclusif en Afrique? Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Alors pour animer ce débat qui s'annonce d'ores et déjà passionnant sur le plateau des pros de l'écho, j'ai le plaisir d'accueillir notre expert économiste et enseignant en économie à l'université de Naples en Tunisie. Il est en direct avec nous depuis Tunis. Aram Belhadj, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et depuis la capitale kenyane, justement, Nairobi, Danilo Desiderio, vous êtes consultant expert en douane africaine. Vous êtes en direct avec nous également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer le débat. Monsieur Belhadj, vous avez vous-même participé donc au CST de la commission de l'UA. Vous rentrez tout juste de Nairobi, précisons-le. Avant de rentrer dans les détails, j'aimerais d'abord que vous nous fassiez un rapide état des lieux de la situation de l'économie en Afrique. Encore une fois, ravi d'être des vôtres. Donc, il faut dire que la croissance en Afrique, elle va s'améliorer en 2023. Selon les perspectives de la BAD, on estime cette croissance à 4%. C'est un peu plus de la croissance réalisée en 2022, qui est estimée à 3,7%. Mais ça reste quand même, ce taux de croissance, il reste inférieur à celui réalisé en 2021 et qui était de en fait 4,3%. En fait, vous savez, on sait tous que la croissance en moyenne en Afrique, c'était de 5 à 6%. Oui. C'est des taux de croissance qui sont beaucoup plus élevés qu'actuellement, mais qui demeurent toujours en fait insuffisants si on veut parler vraiment d'une éradication de la pauvreté, d'une baisse du chômage et d'une réalisation en fait des objectifs du développement durable, notamment l'agenda 2063 de l'Union africaine. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier que les déficits, surtout en fait des budgets des différents États africains, il n'a cessé de creuser et l'effet du Covid-19, il était en fait substantiel. Et il a pesé sur ces économies. Bien entendu, lorsqu'on parle d'une aggravation des déficits, eh ben, automatiquement, ça donne une aggravation de la problématique de la dette. On estime actuellement en fait, la dette de l'Afrique à un peu plus de 60%. Elle a en fait doublé par rapport à 2008, par exemple, elle a doublé. Alors, ce qui s'est traduit par un rétrécissement des marges de manœuvre. Donc, je dirais que la situation, elle va s'améliorer, c'est vrai, mais elle reste
toujours en fait fragile. Le taux de croissance reste largement insuffisant pour réaliser les objectifs de développement dans le continent. Très bien, professeur Arab El-Hadj. Danilo Desiderio, essayons un peu de définir justement le travail de ces fameux CST. De quoi s'occupent-ils exactement? Oui, les CST sont des comités composés par des ministres ou d'autres fonctionnaires des administrations nationales des pays membres de l'Union africaine qui travaillent en étroite collaboration avec les différents départements de la Commission de l'Union africaine. Leur rôle est essentiellement celui de préparer les travaux du Conseil exécutif de l'Union africaine en ce qui concerne les domaines thématiques qui relèvent de leurs compétences. Les conseils exécutifs de l'Union africaine, à son tour, est un organisme composé par des ministres des Affaires étrangères ou d'autres ministres des États membres de l'Union africaine qui soutiennent l'Assemblée de l'Union africaine dans la coordination et dans la formulation des politiques dans certains domaines d'intérêt commun tels que par exemple le commerce extérieur, l'agriculture, la défense et beaucoup d'autres domaines additionnels. Les CST ont été créés en vertu du traité d'Abuja qui a été signé en 1991 par les chefs d'État et de gouvernement africains de l'Union africaine, de l'ancienne organisation de l'Union africaine. Ce traité prévoyait la création d'une communauté économique africaine à travers un processus graduel de coordination, d'harmonisation et d'intégration des activités des communautés économiques régionales en Afrique. Le traité d'Abuja avait initialement créé 7 comités. Ensuite, les CST ont été réglementés par l'acte constitutif de l'Union africaine qui définit actuellement leur rôle et les responsabilités de ces comités. Les mandats des CST ont été ensuite restructurés en 2009 en vertu d'une décision de l'Assemblée de l'Union africaine qui a porté leur nombre à 14. Donc, les STC ont 3 missions principales. Première mission, assurer la coordination et l'harmonisation des projets et des programmes de l'Union africaine, y compris les plans de mise en œuvre du programme de l'intégration continentale africaine. Deuxième, c'est de superviser, suivre et évaluer la mise en œuvre des décisions prises par les organes de l'Union africaine. Et dernière tâche, c'est de soumettre au Conseil exécutif, soit à la demande de cet organe et de sa propre initiative, des rapports et des recommandations sur la mise en œuvre des dispositions de l'acte constitutif de l'Union africaine. Très bien, merci. Merci pour ces détails, Danilo Desiderio. Alors, professeur Belhadj, de manière globale, que s'est-il dit lors de cette dernière conférence du CST qui s'est tenue à Nairobi du 17 au 21 et à laquelle vous avez pris part? Pouvez-vous nous en faire un petit résumé? D'abord, en fait, durant ces 4 jours, plusieurs problématiques ont été abordées, des problématiques qui concernent directement le continent africain, les perspectives de croissance et de développement dans le continent. Alors, les chocs subis et les voies de son passé, la problématique des flux financiers illicites qui a été exposée et en fait les solutions qui sont sur la table, la question de la transformation productive du continent et les voies de réussir cette transformation qui est la clé vraiment de développement du continent, la question de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, et les voies en fait d'accélération de l'intégration au sein du continent qui est en fait le continent faiblement intégré par rapport aux différentes autres zones. La question de l'architecture financière mondiale
et l'urgence de la réformer, ça a été également abordé. La question en fait des chaînes de valeur régionales et l'importance de création des chaînes de valeur régionales vu le potentiel productif et commercial existant dans le continent, toutes en fait ces problématiques ont été abordées. En tout cas, le maître mot dans tout ça, le maître mot ou bien la problématique fondamentale, c'est comment vraiment garantir la résilience du continent, vu les transformations, vu les changements, vu les chocs et vu les conflits actuels qui sont en train de se passer. Donc, comment garantir la résilience en fait du continent et comment assurer, si vous voulez, une croissance forte, durable et inclusive. Très bien, Danilo Desiderio, parlons macroéconomie à présent. Alors la croissance moyenne estimée du produit intérieur brut réel de l'Afrique a ralenti, passant de 4,8% en 2021 à environ 3,8% en 2022 et devrait se stabiliser à 4% sur la période 2023-2024 selon les données de la BAD et non pas du FMI. Alors est-ce que cela est suffisant pour faire face aux défis économiques aujourd'hui, les défis économiques d'aujourd'hui et de demain surtout? Oui, comme je suis juriste et non un économiste, je vous répondrai en tant qu'observateur et non en tant qu'un expert. Le PIB n'est pas qu'un chiffre, une moyenne qui, dans un continent de 54 pays, a peu de sens, car il a plani des performances qui actuellement sont très différentes entre les États africains. Je vous donne un exemple. Si vous avez $1000 et moi j'ai $100, vous êtes riche et moi je suis pauvre. Mais si nous considérons la quantité d'argent que nous avons en moyenne, c'est $550 pour chacun d'entre nous. Donc, statistiquement, nous sommes tous les deux riches. Oui. Cela dit, je ne pense pas qu'il c'est la logique même de la moyenne. Oui, exactement. Je ne pense pas qu'une augmentation du PIB, en particulier au niveau continental, doit être considérée comme une mesure de bien-être ou de la réussite économique, car cet indicateur ne mesure pas le progrès réalisés dans d'autres domaines tels que le développement humain, social, la démocratie, la santé, l'éducation, entre autres, où de nombreux pays africains sont encore en retard. Le commerce est certainement un moteur de croissance qui est capable de créer de meilleurs emplois, de réduire la pauvreté et d'augmenter des opportunités économiques, mais ce n'est pas la seule condition de réussite. L'Afrique a de nombreux défis qui nécessitent une approche holistique, je dirais, pour être résolus. Et toutes les nations africaines, les communautés économiques régionales et l'Union africaine devraient donner la priorité au développement de politiques visant à réduire l'inégalité sociale, à favoriser la cohésion sociale et l'unité de son peuple. Car tant que les divisions existantes sur le continent continueront, l'intégration économique, qui était une condition préalable au développement de l'Afrique, et l'idéal de parler d'une seule voix sur la scène mondiale, ils resteront une pure illusion. Très bien, professeur Aram Belhadj. Alors, l'un des problèmes majeurs auxquels l'intégration des économies africaines fait face, eh bien, c'est celui de la disparité, justement, et de l'absence d'homogénéité entre les économies, notamment entre le Nord et le Sud. Comment, aujourd'hui, faire pour dépasser cet obstacle et quels sont les secteurs peut-être capables d'entrer rapidement dans un mouvement de synergie, y compris en ce qui concerne les chaînes de valeur africaines? Alors, d'abord, moi, je pense que le manque d'homogénéité est un atout en Afrique, hein, parce que, bon, imaginez pour une seule seconde que tous les pays africains produisent et exportent la même chose. Oui. Donc, pratiquement, il n'y aura pas d'échange, quoi. Et donc, cette diversité ou cette diversification, je pense que c'est une richesse en Afrique, d'où en fait les atouts de l'intégration régionale et continentale. On sait très bien que l'Afrique, comme je l'ai dit, l'Afrique est le continent le moins intégré. Les échanges intra-africains sont estimés à 15%,
En comparaison avec l'Amérique, par exemple, c'est 47%, en Europe, c'est 67%, en Asie, c'est 61%. Donc, l'Afrique n'est pas bien intégrée. Et je pense que le potentiel qu'il existe, et cette complémentarité, effectivement, ce manque d'homogénéité, ce que vous appelez cette complémentarité, moi j'appelle ça, c'est de la complémentarité entre les économies. Avec la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, je pense qu'il y aura plus de mobilité, en fait, liberté, avec cette ZLECAf, une liberté, en fait, de circulation des biens, des services, même des personnes et des capitaux, et cette, en fait, mobilité va créer une certaine dynamique, en fait, et va se traduire par beaucoup plus d'efficacité et d'efficience, et donc par beaucoup plus de croissance. Ça, d'une part. D'autre part, ce manque d'homogénéité dont vous parlez montre que, effectivement, il faut vraiment saisir l'opportunité pour créer des chaînes de valeur régionales. Et comme je l'ai dit, si on prend en fait les différentes régions, moi-même j'ai participé à un rapport qui porte sur en fait les opportunités de création des chaînes de valeur régionales, et il s'est avéré que en fait le potentiel existe en Afrique du Nord, par exemple. Il y a un potentiel énorme dans le domaine de l'énergie. En Afrique de l'Ouest, c'est l'agro-industrie ou l'agroalimentaire. En Afrique australe, c'est l'industrie automobile. Donc, il y a un potentiel dans les différentes régions, et je pense que la ZLECAf, c'est un atout pour une meilleure insertion dans ces chaînes de valeur. Cette ZLECAf, elle va permettre certainement une élimination des barrières tarifaires et non tarifaires, un alignement peut-être des politiques économiques, un transfert des compétences et des technologies, et puis plus d'opportunités d'investissement. Et tout ça, je pense qu'elle est favorable pour une dynamique dans le continent d'une façon générale et dans les différentes régions d'une façon particulière en Afrique. Très bien, professeur Belhadj. Alors, Danilo Desiderio, le professeur Belhadj, donc voilà, qui voit le verre à moitié plein et qui voit dans les disparités entre les pays africains une opportunité justement pour cette ZLECAf de s'imposer. Néanmoins, il existe un consensus sur la nécessité de réformes structurelles ancrées sur la mise en œuvre de bonnes politiques économiques visant à exploiter l'énorme potentiel de développement d'un vaste continent qui abrite, rappelons-le, 18% de la population mondiale. Quelles sont selon vous les réformes prioritaires à mener sans plus attendre, et notamment au niveau des institutions africaines? Oui, le débat actuel sur les réformes prioritaires est principalement axé sur la nécessité de créer les conditions pour favoriser l'industrialisation de l'Afrique. Ce qui font de nombreux pays africains une communauté économique régionale et d'élaborer des stratégies d'industrialisation qui visent à promouvoir le développement de certains secteurs manufacturiers, diversifier leur économie grâce à la production de produits plus sophistiqués. Cela se fait principalement par la mise en place d'une série d'incitations, soit fiscales et d'autres natures, et par la simplification des cadres réglementaires applicables à ce secteur. Cependant, les stratégies d'industrialisation et de diversification requièrent certaines conditions préalables qu'il est difficile, extrêmement difficile, de mettre en place à court et moyen terme. Par exemple, pour s'industrialiser, les nations africaines doivent améliorer l'accès et réduire le prix de l'électricité et des technologies des informations. Car si ces ressources ne sont pas disponibles largement et à bas prix, les coûts de production des entreprises africaines ne seront jamais concurrentiels par rapport à ceux des pays industrialisés et souffriront toujours de la concurrence asymétrique de ces pays. Deuxième, il faut considérer que les stratégies d'industrialisation nécessitent un engagement à long terme, bien au-delà de la durée du cycle politique. Les politiciens qui vont recueillir les bénéfices de réformes dans le secteur, généralement, ne sont jamais ceux qui les auront initiés.
Leur succès dépend de la volonté des classes politiques qui suivent celles qui ont lancé les réformes. Cela signifie en effet qu'elles doivent avoir la responsabilité et l'engagement de poursuivre les efforts de leurs prédécesseurs, ce qui en Afrique, comme vous le savez, n'est pas toujours le cas. Troisième, la production et l'exportation de marchandises nécessitent le développement de voies de transport terrestre, maritimes, fluviales, lacustres ou aériennes. Le développement des infrastructures de transport est donc une autre condition nécessaire pour rendre possible l'industrialisation de l'Afrique et la diversification de ses exportations. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'Afrique doit s'industrialiser, mais je pense également que les efforts d'industrialisation doivent être poursuivis en parallèle avec d'autres politiques telles que la transition des investissements et la libéralisation et la déréglementation des services. Pour une économie fondamentalement agraire et en retardataire dans l'industrialisation comme l'Afrique, il n'est pas réaliste de penser que le continent parviendra à rattraper rapidement les économies industrialisées. Ces économies se dirigent désormais vers la quatrième révolution industrielle en s'approchant de la robotisation, de l'intelligence artificielle, en investissant massivement dans les technologies à forte intensité de capital. Alors que les entreprises africaines manquent de capitaux et ont des flux de trésorerie qui sont très Oui, Danilo Desiderio, mais le marché africain fait en sorte justement que les entreprises, peut-être des pays que vous appelez industrialisés, se dirigent inéluctablement vers l'Afrique et cela va contribuer peut-être justement à ce que ces capitaux viennent au fur et à mesure vers le continent africain. Oui, l'attraction des capitaux est très importante, mais moi je pense qu'il faut, en parallèle des initiatives visant à favoriser l'industrialisation de l'Afrique, il faut même faire progresser la libéralisation et la productivité du secteur des services. En raison du dynamisme que ce secteur montre en Afrique, en vertu de sa croissance continuelle et de son fort potentiel pour le commerce transfrontalier. Il y a un rapport qui a été publié par la société McKinsey, en juin cabinet dernier, McKinsey, oui, qui a indiqué que la productivité réelle du secteur des services en Afrique est la plus faible au monde. Je vous donne des chiffres. En 2019, les taux continentaux de productivité des services en Afrique étaient de $7,200 contre à peu près $9,000 en Inde, $18,000 en Amérique latine et presque $21,000 en Chine. Maintenant, les services bancaires et financiers, le tourisme, les services informatiques, logiciels, l'industrie de l'art, les services de transport et de distribution sont des exemples de secteurs où les réformes devraient être accélérées, car ils ont un immense potentiel, à mon avis, de transformation des économies africaines. Très bien, Danilo Desiderio. Vous appelez donc clairement à plus de libéralisation du secteur des services en Afrique, ainsi que d'autres secteurs. Monsieur Belhaj, les conditions financières de l'Afrique se sont progressivement détériorées, il faut l'avouer, sous les effets combinés de la pandémie Covid-19, des conflits peut-être et du changement climatique, invoqué peut-être comme la première cause de cet effet-là. Le montant du financement par habitant a diminué entre 2010 et 2018, tant pour les recettes intérieures que pour les flux financiers extérieurs, de 18% à 5% respectivement. Entre 2019 et 2020, le ratio impôt produit intérieur brut, donc PIB, a diminué d'environ 10%. Dans au moins 22 pays africains, l'épargne nationale totale a chuté de 18%. Quant à elle, les envois de fonds d'un quart et les investissements directs étrangers de 40%. Est-ce que c'est le premier frein à la croissance et pourquoi? Je parle de l'absence de capitaux, bien entendu. Oui. La question en fait des finances est cruciale pour la croissance et le développement en Afrique.
en présence d'un rétrécissement des marges de manœuvre, je pense que la problématique, elle devient de plus en plus brûlante. Lorsque je parle en fait ici de rétrécissement de marge de manœuvre, je parle parce que en fait les niveaux de déficit, surtout de déficit budgétaire, sont importants. La dette, comme je l'ai dit au début de l'émission, elle a doublé en fait en pourcentage de PIB par rapport à 2008, et donc ça pose vraiment un véritable problème. En plus actuellement, il y a trois en fait problèmes majeurs qui sont en train en fait d'augmenter les besoins de financement du continent. Premièrement, le Covid-19, et on l'a vu en fait avec le Covid-19, les besoins de financement se sont en fait multipliés. Les derniers chiffres parlent d'un gap de 194 billions de dollars par an en tant que gap de financement provoqué par le Covid. Deuxième problème, c'est les conflits qui créent un gap de 6 à 10 billions de dollars par an. Et le troisième problème, c'est en fait les changements climatiques ou bien la crise climatique qui crée en fait un gap de financement supplémentaire estimé de 100 à 127 billions de dollars par an. Ce qui est énorme, professeur. Tout ça rend la problématique du financement une problématique brûlante dans le continent. Mais en même temps, je pense que en fait, il y a des atouts majeurs en Afrique. Et ces atouts permettent de garder un certain optimisme. D'abord, si on regarde en fait les flux financiers illicites qui sont énormes, la dernière, je pense, étude de la Banque africaine de développement parle d'un montant récupérable de 89 billions de dollars par an si il y aura des politiques publiques qui luttent contre les flux financiers illicites. Oui. Également, la pression fiscale, elle est faible relativement par rapport en fait aux autres continents. Naturellement. Je pense que la moyenne c'est 16%. Donc il y a quand même une marge de manœuvre pour les pouvoirs publics. L'économie informelle, et je pense que c'est en fait des réformes, surtout la transformation digitale, va permettre à l'Afrique de récupérer pas mal de ressources qui circuitent ou qui transitent par le marché informel, l'économie informelle. Et puis on a la diaspora africaine qui est un atout sur lequel il faut travailler. Très bien, professeur Belhadj. Alors, je voulais vous poser la même question d'Adilo Desiderium, mais vous y avez répondu en quelque sorte par anticipation. Alors parlons de votre domaine peut-être de prédilection, qui est au cœur de tout cela. Eh bien, il s'agit de la ZLECAf, un mécanisme censé permettre aux produits africains de transiter librement à l'intérieur de l'Afrique. Vous préparez actuellement une étude sur l'état de préparation de la ZLECAf pour l'évolution dans une union douanière, un marché commun. Pouvez-vous nous esquisser peut-être les grandes lignes de cette étude? Ok. Lors de la session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine tenue en février 2019 à Addis Ababa, l'Assemblée a demandé à la Commission de préparer une étude pour évaluer les exigences et les défis pour l'établissement d'une future union douanière et d'un marché commun, y compris leurs implications. Par la suite, le CST sur les finances, les affaires monétaires et la planification économique et l'intégration, en juillet 2022, a adopté une décision qui a lancé l'étude avec un financement de l'Union européenne, dont les principales conclusions seront présentées entre septembre et octobre de cette année. L'étude analyse les conditions pour parvenir à une union douanière et un marché commun en cherchant d'explorer deux formes alternatives d'intégration économique prévoyant l'accélération de certaines politiques complémentaires à la ZLECAf, basées sur l'analyse de certains modèles d'intégration régionale non linéaires suivis par des regroupements régionaux hors de l'Afrique, y compris la ANAS, qui est l'association
des nations de l'Asie du Sud-Est et Oui. l'ALES, qui est l'accord de libre-échange centre-européen. En fait, ces deux organisations que je viens de mentionner sont en train de travailler sur l'accélération de certaines politiques qui anticipent des éléments du marché commun, tels que l'harmonisation et la libéralisation des investissements, par exemple, Oui. ou la libre circulation de personnes et des services, en reportant à une date ultérieure l'établissement d'une union douanière et d'un tarif extérieur commun. En bref, selon la théorie classique de l'intégration économique, le type et l'intensité des liens que les États établissent entre eux suivent une progression qui commence par la création d'une zone commerciale préférentielle ou d'une zone de libre-échange, qui sont les formes plus élémentaires d'intégration régionale, dans lesquelles ces États réduisent ou suppriment les droits de douane et les restrictions quantitatives à l'importation entre eux, mais sans adopter un tarif extérieur commun. Successivement, ces formations, s'il y a un accord politique entre les États membres, peuvent éventuellement évoluer vers des formes plus sophistiquées d'intégration telles que les unions douanières, le marché commun, les unions économiques et monétaires ou les unions politiques. Selon ces théories, chacune de ces étapes doit succéder dans une séquence préétablie et rigide. Ce modèle est appelé modèle linéaire d'intégration économique. Et il a jusqu'à présent influencé le processus d'intégration économique, soit de l'Union africaine que des communautés économiques africaines. Toutefois, récemment, ce modèle a été mis en discussion par certains chercheurs qui ont commencé à se demander si ces étapes doivent nécessairement se succéder dans une séquence statique ou s'ils peuvent être désassemblés et recombiner sous de nouvelles formes en fonction de l'aptitude et de la capacité des États membres à coordonner ou harmoniser leurs politiques respectives dans certains secteurs. Donc, l'étude analyse ces possibilités pour explorer des solutions capables de mieux répondre aux problèmes de l'intégration africaine. En effet, en Afrique, il existe déjà des expériences d'adoption de modèles d'intégration économique non linéaire. La ZLECAf est un exemple. En fait, la ZLECAf combine des caractéristiques typiques des zones de libre-échange avec un certain nombre d'éléments tels que la libre circulation de personnes, par exemple, ou des services, ou des investissements et des capitaux, qui caractérisent des formes plus profondes, plus avancées d'intégration économique, telles que le marché commun. L'UEMOA et la CEMAC sont d'autres exemples car ils sont des unions douanières qui adoptent et anticipent des éléments caractéristiques de formes d'intégration plus avancées, notamment les unions monétaires, puisqu'ils ont déjà adopté une monnaie commune, sans passer d'abord par la création d'un marché commun. Très bien, merci pour les détails, Danilo Desiderio. Alors, professeur Belhadj, alors malgré tout cela, il ne subsiste aucun doute que la modernisation des infrastructures de transport, de communication, ainsi que la logistique, sans oublier cette fameuse transformation numérique, eh bien tout cela constitue aujourd'hui le plus gros défi du continent africain. Est-ce que vous pensez la même chose ? Effectivement, moi je pense que toutes les politiques publiques en Afrique devront tourner autour de trois transformations ou trois transitions. La transition énergétique, la transformation digitale et en fait la transition simulée climatique ou comment faire face aux différents changements climatiques. Et si les politiques publiques s'orientent vers ces trois simulés, transition ou transformation, moi je pense que il y aurait beaucoup plus de facilité au moins dans l'établissement d'une vision d'industrialisation pour le continent et par conséquent une réussite de processus de transformation productive, certains l'appellent transformation structurelle du continent. Parce que ce qui contraint le continent
d'avancer et de réaliser en fait des taux de croissance importants, leur permettant de résoudre les problèmes de chômage, de pauvreté et d'inégalité, c'est effectivement ce manque de transformation productive. Et si en fait le continent africain se concentre davantage, ou si les politiques publiques se concentrent pour lever les contraintes à cette transformation productive ou cette transformation structurelle, il y aura des taux de croissance qui sont importantes. La question, c'est vrai, au sein de tout ça ou dans tout ça, les questions d'infrastructure, de la logistique et de la communication sont vraiment des domaines très très importants. Pourquoi? Parce que ça permet, si vous voulez, une résolution des problèmes d'efficacité et d'efficience et un renforcement de capacité en Afrique. Ça facilite, si vous voulez, si on se concentre sur ces domaines qui sont la logistique, le commerce et la communication, ça facilite en fait la création des corridors de transport rapide et moins coûteux, et ça permettra une plus grande en fait fluidité de l'information ô combien nécessaire à l'investissement, et ça facilite également la mobilité. Donc des domaines comme le transport, la logistique, la communication, l'infrastructure d'une façon générale, je pense que ce sont des domaines très très intéressants, et en s'occupant de ces différents domaines, je pense que les trois transitions dont j'ai parlé, c'est-à-dire la transition énergétique, la transformation digitale et la transformation en fait climatique, je pense que ça sera une réussite en Afrique si on se concentre sur ces domaines-là. Très bien, Monsieur Belhadj, ce sera donc le mot de la fin des pros de l'écho. Messieurs les experts, merci. Aram Belhadj, je rappelle que vous êtes économiste enseignant en économie à l'Université de Naples. Vous étiez en direct avec nous depuis Tunis. Danilo Desiderio, vous êtes consultant, expert en douane africaine. Vous étiez en direct, compte à vous, avec nous depuis Nairobi, la capitale kenyane. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accordé votre attention une nouvelle fois. Les pros de l'écho reviennent la semaine prochaine. D'ici là, restez fidèles à L24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.